La croisière anglaise avait de nombreuses intelligences sur nos côtés. J'ai pu vérifier depuis qu'elle était instruite à point nommé de toutes nos démarches. On ne s'occupa plus que du lendemain. Le capitaine Maitland me demanda si je voulais que ces embarcations fussent chercher l'empereur. Je lui ai répondu que la séparation était trop douloureuse pour ces marins français, pour ne pas leur laisser la satisfaction de garder l'empereur jusqu'au dernier instant, samedi 15. Au jour, on aperçut en effet notre brique, l'épervier, qui, sous pavillon parlementaire, manœuvrait sous les belles refonds. Le vent et la marée étant contraires, le capitaine Maitland ouvria son canot au devant. Les voyant revenir, c'était un grand sujet d'anxiété pour le capitaine Maitland de découvrir avec sa lunette si l'empereur y était descendu. Il me priait à chaque instant d'examiner moi-même et je ne pouvais lui répondre. Enfin, il n'y eut plus de doute. L'empereur, entouré de ses officiers, aborda le Bellerophon. Je me trouvais à l'échelle du vaisseau pour lui nommer le capitaine Maitland, auquel il dit « Je viens à votre bord, mes maîtres, sous la protection des lois d'Angleterre. » Le capitaine Maitland le conduisit dans sa chambre et l'on mis en possession bientôt après. Le capitaine présenta tous ses officiers à l'empereur qui vient ensuite sur le pont et visita dans la matinée toutes les parties du vaisseau. Je lui racontai la frayeur qu'avaient eux, l'avier, le capitaine Maitland, touchant son évasion supposée. L'empereur ne jugea pas comme je l'avais fait. Qu'avait-il donc à craindre? Me dit-il avec force et dignité. Ne vous avait-il pas avec lui? Vers les 3 heures, nous vîmes arriver au muage le superbe de 74 amiral Hotham, commandant de la station. Cet admiral vint rendre visite à l'empereur, demeura à dîner. Et sur les questions que lui fit l'empereur sur son vaisseau, il demanda s'il daignerait y venir le lendemain. L'empereur s'y invitait à déjeuner avec nous tous, dimanche 16. L'empereur se rend à bord de l'admiral Hotham et j'y l'y accompagna. Tous les honneurs à la section du canon lui sont prodigués. Nous parcourons jusque dans les plus petits détails toutes les parties du vaisseau que nous trouvons l'un d'autre et d'une tenue admirable. L'admiral Hotham déploie toute la grâce et toute la recherche qui caractérisant l'homme d'un rang et d'une éducation distinguée. Nous retournons vers une heure à bord du Bellerophon et nous mettons sous voile pour l'Angleterre du jour. Après notre départ de Paris, il faisait presque calme. L'empereur, en sortant le matin pour aller à bord de l'admiral Hotham, s'arrêta court sur le pont du Bellerophon devant les soldats rangés pour lui faire honneur. Il leur commanda plusieurs temps d'exercice, leur fit croiser la baïonnette, et comme ce dernier mouvement n'est exécuté pas tout à fait à la française, il s'avançait vivement au milieu des soldats, écartant la baïonnette de ses deux mains et fit saisir un des fusils du dernier rang avec lequel il figura lui-même à notre façon. Alors se fit un mouvement subit et extrême sur le visage des soldats
des officiers, de tous les spectateurs. Ils peignaient l'étonnement de voir l'empereur se mettre ainsi au milieu des baïonnettes anglaises dont certaines lui touchaient la poitrine. Cette circonstance frappa vivement au retour du superbe. On nous questionnait indirectement à cet égard. On nous demandait si l'on agissait souvent ici avec ses soldats, et l'on n'hésita pas à frémir de sa confiance. Aucun d'eux n'était fait à l'idée des souverains qui ordonnaient ainsi explication et exécutation eux-mêmes. Il nous fut aisé de voir alors qu'aucun d'eux n'avait une idée juste, celui qu'ils voyaient en ce moment, bien que depuis 20 années, ils eût été l'objet constant de toute leur attention et de toutes leurs paroles. Lundi 17, mardi 18, le calme continue, cependant nous perdons la terre de vue. Mercredi 19. Les vents deviennent très forts sans être favorables. Nous filons 9 nœuds au plus près. Jeudi 20 au samedi 22. Influence de l'empereur sur les Anglais du Bellerophon. Nous continuons notre route avec des vents peu favorables. L'empereur ne fut pas longtemps au milieu de ses plus cruels ennemis, de ceux que l'on avait constamment nourris des bruits les plus absurdes et les plus irritants, sans exercer sur eux toute l'influence de la gloire. Le capitaine, les officiers, l'équipage auront bientôt adopté les mœurs de sa suite, se feront les mêmes égards, le même langage, le même respect. Le capitaine ne l'appelait que Sire, oh, votre majesté. S'il paraissait sur le pont, chacun avec le chapeau bas, et demeurait ainsi tant qu'il était présent, ce qui n'avait pas eu lieu dans les premiers instants. On ne pénétrait dans sa chambre qu'à travers de ses officiers. Il ne paraissait à sa table que ceux du vaisseau qui y avait invité enfin Napoléon à bord du Bellerophon y était empereur. Il paraissait souvent sur le pont et conversait avec quelques-uns de nous ou avec des personnes du vaisseau. De tous ceux qui l'avaient suivi, j'étais peut-être celui qui connaissait le moins. On a vu précédemment que malgré mes emplois auprès de sa personne, j'avais eu peu de relations directes avec lui. Depuis mon départ de Paris, il m'avait à peine encore adressé la parole. Mais durant notre navigation, il a commencé à s'entretenir fort souvent avec moi. Les occasions, les circonstances m'étaient des plus favorables. Je savais assez d'anglais pour être à même de lui donner bien des éclaircissements sur ce qui se disait autour de nous. J'avais été marin et j'ai donné à l'empereur toutes les explications qu'il désirait sur les manœuvres du vaisseau, l'état des vents et de la mer. J'avais été 10 ans en Angleterre. J'y avais pris des idées arrêtées sur les lois, les mœurs, les usages du pays. Je pouvais répondre pertinemment à toutes les questions que l'empereur daignait m'adresser sur ces objets. Enfin, mon atlas historique me laissait une foule de bouquins, des dates et des rapprochements sur lesquels il me trouvait toujours prêt
En même temps, j'employais les loisirs de notre navigation au résumé suivant de notre situation à Rochefort et des motifs qui avaient dicté la détermination de l'empereur. J'obtenais désormais des données exactes et authentiques. Les voici. Résumé. La croisière anglaise n'était pas forte. Deux corvettes étaient devant Bordeaux. Elles y bloquaient une corvette française et donnaient la chasse des Américains qui sortaient sous les jours en grand nombre à l'île d'Aix. Nous avions deux frégates bien armées, la corvette Le Vulcain des premières échantillons était au fond de la rade. Enfin, un gros brick. Tout cela était bloqué par un vaisseau de 74 des plus petites de la marine anglaise et par une ou deux mauvaises corvettes. Il est hors de doute qu'un courant risque de sacrifier un ou deux bâtiments serait passé. Mais le capitaine commandant était faible. Il refusa de sortir. Les seconds, tout à fait déterminés, le tentaient. Probablement, le commandant avait reçu des instructions de Fouché qui déjà trahissait ouvertement et voulait livrer l'empereur. Quoi qu'il en soit, il n'y avait rien à attendre du côté de la mer. L'empereur alors débarqua à l'île d'Aix. Si cette mission eût été confiée à l'admiral Verhuell, disait l'empereur, ainsi qu'on le lui avait promis lors de son départ de Paris, il est probable qu'il eût passé. L'équipage de deux frégates était plein d'attachement et d'enthousiasme. La garnison de l'île d'Aix était composée de 1500 marins formant un très beau régiment. Les officiers indignés de ce que les frégates ne voulaient pas sortir, proposant d'armer du chasse-mer et du port de 15 tonneaux chacun. Les jeunes aspirants voudront en être les matelots. Mais au moment de l'exécution, ils déclareront qu'il était difficile de gagner l'Amérique sans toucher sur quelques points de le côté d'Espagne ou de Portugal. Dans ces circonstances, l'empereur composa une espèce de conseil des personnes de sa suite. On y représenta qu'il ne fallait bien plus compter sur les frégates ni les bâtiments, armes, que les chasse-marées me feraient aucun résultat probable de succès qui ne pouvait en guerre conduire qu'à être pris en pleine mer par les Anglaises ou à tomber entre les mains des Alliés. Il ne restait plus de l'or que du parti. Celui de rentrer dans l'intérieur pour y tenter le sort des armes ou celui d'aller prendre un asile en Angleterre pour suivre le premier. On se trouvait à la tête de 1500 marins, pleins de zèle et de bonne volonté. Le commandant de l'île était un ancien officier de l'armée d'Égypte, tout dévoué à Napoléon. Il eut débarqué avec ses 1500 hommes à Rochefort. On s'y fut grossi de la garnison de cette ville, dont l'esprit était excellent. On nous appelait la garnison de La Rochelle, composée de 4 bataillons de fédérés qui offraient leur service. L'on se trouvait en mesure de joindre le général Clausel, si ferme à la tête de l'armée de Bordeaux, ou le général Lamarque, qui avait fait des prodigues avec celle de la Vendée. Tous les deux attendions, désirant Napoléon, on ignorait facilement la guerre civile dans l'intérieur de la France. Mais Paris était pris, les chambres étaient en dissoute, 5 à 600 000 ennemis étaient dans l'intérieur de l'Empire
empire. La guerre civile ne pouvait avoir autre résultat que de faire périr tout ce qui la France avait d'hommes généreux et attachés à Napoléon. Cette perte eût été sensible et irréparable. Elle eût détruit les espérances des destinées futures de la France sans produire d'autres avantages que de mettre l'empereur dans les cas de traité ou d'obtenir des arrangements favorables à ses intérêts. Mais Napoléon avait renoncé à être souverain et ne demandait qu'un asile tranquille. Il répugnait pour un si mince résultat à faire périr tous ses amis, à devenir le prétexte du ravage de nos provinces. Et enfin, pour tout dire, à priver le Parti national de ses plus vrais appuis, lesquels, tôt ou tard, pourrions rétablir l'honneur et l'indépendance à la France. Il ne voulait plus vivre qu'en privé. L'Amérique était le lieu le plus convenable, le lieu de son choix, mais enfin l'Angleterre même, avec ses lois positives, pouvait lui convenir encore, et il paraissait, d'après ma première entrevue avec le capitaine Maitland, que celui-ci pourrait le conduire en Angleterre avec toute sa suite pour y être traité convenablement. De ces moments, l'empereur et sa suite se trouvaient sous la protection des lois britanniques et le peuple de ces pays aimait trop la gloire pour manquer une occasion qui se présentait naturellement et devait former la plus belle page de son histoire. On résolut donc de se rendre à la croisière anglaise, sitôt que Maitland aurait exprimé positivement l'ordre de nous recevoir. On retourna vers lui. Le capitaine Maitland exprima littéralement qu'il avait autorité de son gouvernement de recevoir l'empereur s'il voulait venir à bord du Bellerophon et de le conduire ainsi que sa suite en Angleterre. Alors l'empereur s'y rendit, non qu'il y fût contraint par les événements, puisqu'il pouvait rester en France, mais parce qu'il voulait vivre en simple particulier, qu'il ne voulait plus se mêler des affaires et surtout ne pas compliquer celle de la France. Certes, il n'eût pas pris ce parti s'il eût pu soupçonner l'indigne traitement qu'on lui ménageait. Chacun en demeurera facilement convaincu. Lettre au prince régent publiait assez hautement sa confiance et sa persuasion. Le capitaine Maitland, à qui elle a été officiellement communiquée avant que l'empereur se rendit à son bord, n'a fait aucune observation à part cette seule circonstance, reconnue et consacrée les sentiments qu'elle renfermait.